Alors que le président Trump adresse un nouvel avertissement à l'Iran, son secrétaire à la guerre, lors de son audition au Sénat hier, continue d'affirmer à tout le monde que l'Iran est pratiquement vaincu, que ce n'est qu'une question de temps et que bientôt, ce fichu détroit d'Ormuz sera de nouveau ouvert. Pas d'inquiétude, tout ira bien. Du moins, c'est ce qu'il dit. Mais bien sûr, si on regarde la réalité sur le terrain, disons que les choses sont un peu différentes. Et l'idée que l'Iran s'apprête à brandir le drapeau blanc semble peut-être un peu prématurée. Pour nous aider à comprendre tout ça et à savoir ce qui se passe réellement du côté iranien, nous recevons à nouveau le professeur Seyed Mohammad Marandi, professeur à l'Université de Téhéran, ancien conseiller de l'équipe iranienne de négociation nucléaire et vétéran de la guerre Iran-Irak. Professeur, comme toujours, bienvenue dans l'émission. C'est toujours un vrai plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Écoutez, je veux juste qu'on se penche sur une partie de ce témoignage, parce que franchement, certains passages. J'ai d'ailleurs fait une émission plus tôt aujourd'hui sur quelques-unes de ces mêmes séquences et d'autres un peu différentes. Et c'est vraiment pénible pour moi de voir à quel point la fiction en est venue à se hisser au rang de réalité supposée, alors que les preuves la contredisent clairement. Et pourtant, c'est affirmé avec une telle conviction. Laissez-moi vous en montrer un exemple qu'on n'a pas abordé ce matin. C'est celui où la sénatrice Gillibrand parle avec le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, à propos de ce qu'il avait déclaré il y a environ 4 mois. Je cite, « Toute la capacité de production de missiles balistiques de l'Iran, chaque entreprise qui fabrique chaque composant de ces missiles aurait été neutralisée et détruite. On nous a dit aussi que les stocks existants du programme de missiles avaient été épuisés et anéantis, presque totalement inefficaces. Alors, comment se fait-il qu'il reste encore des missiles capables de frapper la Jordanie et de coûter la vie à nos hommes et nos femmes courageux? Comme nous l'avons dit depuis le début, la base industrielle de défense iranienne a pratiquement disparu, mais ils disposent encore d'installations souterraines parce qu'ils sont le principal État au monde à soutenir le terrorisme. Depuis 47 ans, ils s'efforcent de cacher leurs missiles sous les montagnes, tout comme leur capacité nucléaire, parce qu'ils aimeraient obtenir une arme nucléaire pour s'en servir contre nous. On ne sait tout simplement plus quelle version de la guerre croire. Soit elle est finie, soit elle ne l'est pas. C'est dans 2 semaines, ou ce n'est pas dans 2 semaines. On n'a pas de missiles, ou alors on en a. Oui, et regardez, soyons clairs. Voici la liste actuelle des types de missiles que l'Iran a utilisés la semaine dernière. Donc, s'ils voulaient affirmer, il y a 4 mois, que leur capacité à fabriquer des missiles avait été pratiquement anéantie et qu'ils répètent encore aujourd'hui qu'ils sont, en gros, neutralisés, on peut se demander pourquoi toutes ces cibles sont encore frappées du côté américain. Quelle est votre analyse? Je pense qu'on connaît tous la réponse. Ils trompent le peuple américain. Ils ont lancé une guerre, non pas au nom du peuple américain, mais au nom du régime israélien, du lobby sioniste, de Netanyahou. Et voilà le résultat. Les gens veulent des réponses, mais ils n'en ont aucune à donner, parce qu'ils ont été arrogants dès le départ. Ils ont inventé des histoires, en espérant, ou en s'attendant, à ce que la guerre soit terminée en quelques jours, ou en 1 semaine. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et maintenant, tout ce qu'ils ont dit à l'époque leur revient en pleine figure. L'Iran ne possède pas seulement de très grandes quantités de missiles et de drones. Il en produit aussi, en ce moment même, en très grand nombre. Leurs usines sont souterraines. Leurs sites de production sont tous bien protégés. Et les bases où sont stockés tous ces missiles et ces drones sont elles aussi souterraines.
Beaucoup d'autres atouts essentiels le sont également. Les vedettes rapides de l'Iran sont souterraines. Les capacités de défense antiaérienne de l'Iran sont souterraines. Une grande partie de son armée de l'air est souterraine. Il s'attendait à cette guerre. Il la prépare depuis la fin de la guerre contre Saddam Hussein, à l'époque où les États-Unis soutenaient Saddam. Mais surtout depuis le 11 septembre, après que les États-Unis ont envahi l'Afghanistan et l'Irak. Et Wesley Clark a dit que les États-Unis prévoyaient d'envahir 7 pays en 5 ans, le dernier étant l'Iran. Et quand j'y repense, je ne suis pas sûr, mais je crois que le vice-président avait dit quelque chose comme « Les vrais hommes vont à Téhéran », ou peut-être quelqu'un d'autre, haut placé dans l'administration Bush. Depuis ce moment-là, l'Iran n'a pas cessé de renforcer ses défenses, convaincu que ce qu'il redoutait finirait par arriver. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit les Iraniens tirer des missiles jour et nuit, surpasser Trump sur le plan militaire et provoquer d'énormes dégâts un peu partout. Au lieu de mettre en œuvre un protocole d'accord, au lieu de normaliser la situation dans le Golfe Persique, dans la région, Trump a choisi de saper cet accord et de relancer une guerre qu'il avait déjà menée il y a à peine 3 ou 4 mois. On a eu 40 jours de combat. Qu'est-ce qui a changé pour que Trump pense maintenant qu'il va pouvoir remporter la victoire contre l'Iran, alors qu'il n'y est pas parvenu à l'époque? Vous avez évoqué ce que pense le président Trump. Voici maintenant ce qu'il a déclaré. C'était ce matin, il y a quelques heures à peine. Il a dit que, désormais, chaque fois que la République islamique d'Iran tirera sur un navire dans le détroit d'Ormuz, que ce soit avec un missile, une roquette, un drone ou tout autre engin ou arme, les États-Unis bombarderont ou détruiront un pont ou une centrale électrique, y compris ceux situés à proximité ou dans la capitale, Téhéran. Quelle est la réaction de Téhéran, de la République islamique d'Iran? Eh bien, pendant la guerre de 40 jours, la guerre du Ramadan, les Iraniens ont averti les États-Unis que si les infrastructures vitales de l'Iran étaient attaquées, l'Iran riposterait contre les régimes de la région qui facilitent la guerre contre lui, ceux qui complotent avec les États-Unis contre les Iraniens. Et un exemple que vous vous rappelez aussi bien que moi, c'est quand ils ont bombardé le principal champ gazier de l'Iran, le plus important du pays, le champ gazier de South Pass. L'Iran a immédiatement répliqué, et très durement. Parmi les cibles iraniennes, il y avait le champ gazier d'Atari, où ils ont causé d'énormes dégâts. Trump a rapidement publié un message sur Truth Social en disant que cela ne se reproduirait pas. Et depuis, l'Iran répète, y compris pendant les 11 ou 12 derniers jours de guerre, que si les États-Unis s'en prennent à leurs infrastructures critiques, ils détruiront celles des régimes situés de l'autre côté du Golfe Persique. Nous sommes au mois de juillet, et la chaleur dans la région du Golfe Persique, comme vous le savez mieux que moi, ainsi que dans la péninsule arabique, est étouffante. L'humidité aussi est insupportable. Alors, si l'Iran est contraint de riposter pour dissuader et de détruire leurs infrastructures essentielles, ces régimes s'effondreront. Ils ne sont pas comme l'Iran. En Iran, à peine 1% de la population dépend peut-être des usines de dessalement, par exemple. Dans certains de ces pays, c'est presque 100%. L'Iran, lui, connaît les 4 saisons. Dans certaines régions, il fait frais. Dans d'autres, on a des déserts. Mais là-bas, ce ne sont que des déserts. Ils n'ont rien d'autre que du pétrole ou du gaz. Donc, si leurs infrastructures vitales tombent, ces pays disparaissent. Et qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, je vais vous montrer un autre commentaire ici. Vous avez parlé des installations souterraines. C'est quelque chose que l'Iran prépare depuis des décennies. Vous venez de l'expliquer. On en parle souvent, avec des images comme celle-ci, par exemple, du site de Yazd.
un exemple parmi d'autres. Et je crois que comme vous nous l'avez déjà dit dans d'autres émissions, il y en a une trentaine, peut-être même plus, réparties un peu partout dans le pays. Donc, à moins de pouvoir toutes les détruire, cette capacité va continuer d'exister. Et d'ailleurs, l'audition au Sénat est devenue un peu tendue, même avec un sénateur pourtant allié, le républicain Kennedy, qui a posé une question à propos d'une montagne. Écoutez, il nous faut des réponses claires. Des réponses claires, pas de détours. Est-ce qu'on a les moyens de détruire ce qu'il y a sous la montagne Pickaxe? Sénateur, beaucoup de nos capacités sont classifiées. Mais s'il y a bien quelqu'un sur cette planète capable d'atteindre n'importe quelle cible, c'est bien l'armée des États-Unis, la plus puissante au monde. Tout est une question d'options et de compromis. D'accord. Mais est-ce que c'est une question d'option et de compromis ou bien d'efficacité? Est-ce que vous pouvez le faire ou pas? Commençons par ça. Qu'est-ce qu'il y a à Pickaxe Mountain dans la mesure de ce que vous pouvez révéler? Franchement, je ne sais pas. Et il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Vraiment beaucoup. Et je ne pose pas de questions, parce que ça ne me servirait à rien. Par exemple, je ne sais pas si les installations nucléaires qui ont été bombardées ont été endommagées ou non, si elles fonctionnent encore ou pas. J'en ai aucune idée, parce que tout ça, c'est classé secret défense. Mais ce que je peux dire, c'est que tout ce que l'Iran a construit jusqu'à présent sous terre, il y a plus d'une trentaine de bases. D'après ce que je sais, il y aurait entre 50 et 60 bases de missiles souterraines. Et puis, il y a aussi des bases de drones, des usines souterraines, et l'Iran continue de les développer jour après jour. Mais ce que je sais, c'est qu'aucune base n'a été détruite. Pas une seule. Que ce soit sur telle montagne ou sur telle autre, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que toutes les bases utilisées par les Iraniens pour tirer leurs missiles et leurs drones sont toujours opérationnelles. Les Américains, le gouvernement Trump, ne peuvent pas citer une seule base de missiles qui aurait été détruite ou mise hors service. Elles fonctionnent toutes. Certaines d'entre elles, et je crois que c'est la base de Yaz dont vous parliez, ont été bombardées à plusieurs reprises par des bombardiers B-52. À plusieurs reprises. Et pourtant, rien ne s'est passé. Alors si c'est comme ça, je ne vois pas comment ils pourraient détruire quoi que ce soit d'autre avec leur capacité actuelle. Mais le fait est que c'est une guerre d'agression. Les États-Unis ont mené une guerre illégale et non provoquée. On vient d'avoir les funérailles, où l'on essayait encore de retrouver les morceaux des corps des petites filles qui ont été tuées à Minob le premier jour de la guerre. Pour moi, c'était un acte de guerre délibéré. J'ai participé à des opérations militaires. Je sais que dès le premier jour, toutes les cibles sont soigneusement vérifiées. Pendant des mois, j'ai réfléchi à ça, et pour moi, il est tout simplement impossible de croire que les États-Unis ne savaient pas qu'il s'agissait d'une école. Alors oui, on a eu les funérailles, et tout cela, c'est bien une guerre d'agression. Et maintenant, les Américains, les sénateurs, se demandent si on peut gagner ou pas. Personne ne dit que c'est une guerre d'agression. C'est une guerre injustifiée. Vous avez assassiné leurs dirigeants. Vous avez tué leurs enfants. Vous avez détruit leurs infrastructures. Vous terrorisez la population. Trump répète sans arrêt qu'il va détruire le pays et le ramener à l'âge de pierre. Mais je ne vois pas un seul sénateur, pas un seul, pas même 5, pas un seul, se lever pour dire « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous faites ?» Franchement, vous vous comportez comme les Israéliens. Et les sénateurs, à mon avis, pensent comme les Israéliens. Et je crois que c'était, enfin, je ne suis pas sûr de dire le bon nom, mais je pense que c'est la sénatrice Murphy qui posait la question sur ce qu'on a fait pour essayer de gagner.
Elle lui a aussi demandé à propos de certaines choses qu'il avait dites au tout début de la guerre. Et dans sa réponse, il revient sans arrêt sur un point, le programme d'armes nucléaires. Selon lui, c'est ça le vrai sujet. C'est pour ça qu'on devait intervenir et se défendre. Regardez bien. Pardon, Dunn, tu cherches lequel? Murphy? Oui, Murphy, je crois que c'est le premier extrait ici. Stasnom de la Capstep Project Sense de Mansilistic de l'Isran. C'était la toute première déclaration. La deuxième semaine du conflit, vous avez affirmé que l'armée iranienne avait été, je cite, détruite, et je cite encore, rendue incapable de combattre. Est-ce que cette affirmation était exacte? Ce que l'armée américaine a infligé à l'armée iranienne, c'est une défaite militaire historique. Dans ce contexte, ils sont tout simplement inefficaces. Terry, au tout début du conflit, le troisième jour, tu avais dit que l'un des objectifs principaux était, je cite, de détruire la menace des missiles. Et le cinquième jour, tu avais répété vouloir, je cite, anéantir les missiles et les drones iraniens. Ces objectifs ont été clairement et à plusieurs reprises présentés comme essentiels à la campagne. Il y a 4 mois, tu as déclaré que tout cela avait été accompli avec succès, que chaque objectif avait été atteint. Est-ce que ces objectifs avaient vraiment été atteints il y a 4 mois? Personne n'a jamais dit que tous les missiles avaient disparu. En fin de compte, quand on dit qu'ils sont militairement inefficaces, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus sortir leurs missiles de leurs installations souterraines pour nous tirer dessus. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus de sites souterrains où ils stockent leurs missiles et les gardent en réserve. N'oublions pas que c'est le plus grand État au monde à soutenir le terrorisme. Donc, on n'a jamais pensé qu'ils allaient perdre toute capacité de tir. La vraie question, c'est à quelle échelle, face à un adversaire comme les États-Unis d'Amérique. Désolé, n'était pas celui auquel je pensais. Mais encore une fois, il revient toujours à ça. Le plus grand État soutient du terrorisme. Comment vous répondez à ça? Parce qu'il a dit la même chose dans un autre extrait que vous avez montré. Selon lui, comme ils sont le plus grand État au monde à soutenir le terrorisme, ils mettent leurs missiles sous terre. Donc, si vous n'êtes pas un État qui soutient le terrorisme, vous gardez toujours vos missiles au sol. C'est comme ça, d'après lui, qu'on peut faire la différence entre un terroriste et un non-terroriste. Oui, toute cette histoire était un peu embarrassante ici. Je crois que c'est bien celle à laquelle je pensais. Les États-Unis disent qu'ils ne reviendront pas à la table des négociations. Désolé, j'ai complètement tout embrouillé. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais laissez-moi parler d'autre chose, plus importante ici. En plus de ce qu'a dit le président Trump, même si l'Iran dispose encore de capacités de missiles, et même si nous passons en revue les nôtres, nous en avons toujours aussi. Donc, quand il dit qu'il va attaquer certaines cibles, eh bien c'est ce qui vient d'être frappé. Et je crois que c'était dans la nuit. C'est la plus grande attaque que les États-Unis aient lancée contre tous ces sites différents. Corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'aucun de ces endroits, ni la montagne, ni les villes de missiles, ni les installations souterraines, n'a été visé. Tout ce qui a été touché était en surface. Donc oui, nous frappons des cibles, et cela fait mal du côté iranien. Que pouvez-vous nous dire sur l'impact que ces frappes menées cette nuit ont eu pour l'Iran? Eh bien, je n'ai évidemment pas toutes les informations, mais certaines choses que je sais, c'est que les Américains frappent souvent des sites qui sont en fait des leurs. Les Iraniens en ont installé un peu partout et ils déplacent sans arrêt leurs moyens. Depuis la guerre de 12 jours, l'Iran a complètement changé sa manière de faire la guerre. Par exemple, quand les États-Unis bombardent une base militaire,
il n'y a généralement personne sur place. Et comme je le disais, les Iraniens développent de plus en plus de centres de commandement et de contrôle souterrains, ainsi que des bases de missiles et de drones sous terre. En plus de ça, leurs autres équipements sont constamment déplacés pour éviter que les États-Unis puissent les détruire. Et les drones sont utilisés de façon massive. Par exemple, un ami à moi habite près d'un des endroits qui ont été frappés. Je ne sais plus lequel exactement. Je lui ai parlé aujourd'hui, mais je ne sais pas si c'était hier soir ou la nuit d'avant. Il m'a dit qu'ils avaient frappé un site tout près de chez lui, pour la 20e fois depuis le début de la guerre, donc depuis 4 ou 5 mois. En fait, ils visent sans arrêt les mêmes cibles, ou alors des bâtiments vides. Parce que les Iraniens, contrairement aux Américains, vous voyez le problème des Américains en ce moment. En mettant de côté le fait que c'est une agression et tout le reste, c'est que toutes leurs bases et leurs installations sont à découvert. Ce sont des bases qu'ils ont construites il y a des décennies, et elles ne sont pas conçues pour l'ère des drones et des missiles. Et les Iraniens, sachant que les États-Unis disposent d'une puissance de feu bien supérieure, développent depuis des décennies des missiles, des drones et des bases souterraines. Ils savaient que s'ils construisaient beaucoup de drones et de missiles, et que l'armée de l'air américaine venait les attaquer, ils feraient exactement ce que le secrétaire américain à la guerre disait qu'ils feraient. Ils détruiraient tout. Donc, les Américains sont clairement en position de faiblesse. Et maintenant que les Iraniens détruisent toutes ces bases dans le Golfe Persique, les Américains sont obligés de se replier vers des endroits comme la Jordanie, l'Arabie saoudite ou le régime israélien. Et là, d'autres problèmes apparaissent. D'abord, ils n'arrivent pas à bien s'organiser. Deuxièmement, enfin, c'est vous l'expert. Je ne devrais pas vous dire ça, et corrigez-moi si je me trompe. Pour eux, ça devient difficile de commander et de contrôler. C'est aussi plus compliqué de mener des attaques. En plus, ces bases ne sont pas faites pour accueillir tout ce matériel et tout ce personnel. Et puis, les Iraniens ont aussi la capacité de frapper ces bases, comme on le voit en Arabie saoudite et en Jordanie. Donc beaucoup de ces avions, par exemple les F-15, ne sont pas entretenus dans des conditions idéales. Les F-35 ou d'autres appareils stationnés sur ces différentes bases. Le grand avantage de l'Iran, c'est que tout ce qui est vraiment important pour lui n'est pas exposé. Et ce qu'il est, peut être remplacé. Dan, il faut que tu reviennes dans la discussion. Bon, j'étais en train d'essayer de retrouver quelque chose à te montrer tout à l'heure, et je me suis un peu perdu. Je veux qu'on aille droit au cœur du sujet. Parce que là, si tout ça n'était qu'un tir de missile, juste un exercice, du genre on tire des missiles, vous en tirez en retour, et on recommence. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, ça fait le 12e jour d'affilée. Je pense que l'Iran a déjà frappé quelques cibles ce matin, donc il y aura sûrement une autre frappe américaine plus tard dans la journée. Et au-delà du fait qu'on ne voit aucun objectif militaire clair à tout ça, qu'on ne sait même pas ce que ça cherche à accomplir. Si ce n'était que ça, ce serait déjà grave, parce que ça continue d'épuiser nos stocks de missiles, qui apparemment commencent à sérieusement baisser. Mais il y a un problème plus important qui concerne les États-Unis, et c'est le prix du pétrole. En ce moment, le prix du pétrole, le pétrole papier, a augmenté. Je crois qu'il est à 87 $. Donc ça commence déjà à poser un vrai problème. Mais si on regarde ici, c'est le prix au comptant d'aujourd'hui, 131 $. C'est ce que les gens payent réellement pour un baril de pétrole aujourd'hui. Pas le prix à terme, mais le prix réel, ici et maintenant. Et ça va continuer à monter. C'est ce qui entraîne tout le reste.
Et tout ça, bien sûr, c'est parce que le détroit d'Ormuz reste fermé. Or, fait intéressant, non, mauvaise info, le commandement central des États-Unis, dans son communiqué quotidien d'hier, a déclaré que malgré l'agressivité iranienne, le détroit d'Ormuz reste ouvert à la navigation commerciale. Depuis le début du mois de mai, les forces du commandement central ont aidé à faire transiter environ 900 navires commerciaux et 450 millions de barils de pétrole. Dit comme ça paraît impressionnant. Mais quand on regarde de plus près, depuis mai, ça fait à peu près 10 ou 11 navires par jour, soit environ 10% du volume d'avant. Et bien sûr, comme vous le voyez, CNBC rapportait encore hier que la plupart de ceux qui passent sont des navires liés à l'Iran, déjà sous sanctions, qui continuent de dominer le trafic. En clair, ce que l'Iran a rouvert, c'est pratiquement la seule voie qui reste active ici. Alors la vraie question, c'est combien de temps l'Iran peut-il maintenir le détroit d'Ormuz fermé? Le problème, je pense, c'est que les Américains, ou plutôt les gens autour de Trump, ne semblent pas comprendre, ou peut-être qu'ils comprennent, je ne sais pas. C'est que pour l'Iran, cette guerre, c'est une question de survie. Et l'Iran sait très bien que les intentions des États-Unis et du régime israélien, c'est de détruire le pays. Ils ont assassiné le dirigeant. Ils ont tué des centaines d'enfants dans des écoles. Ils ont bombardé des hôpitaux. La semaine dernière encore, ils ont frappé un hôpital pour enfants à Ahvaz, un hôpital pour enfants atteints de cancer qui a ensuite dû être évacué. Alors les Iraniens savent qu'ils vont être impitoyables. On ne peut pas lever le drapeau blanc et espérer survivre. On ne peut pas négocier avec les États-Unis, parce qu'à chaque fois qu'on l'a fait, ils nous ont bombardés ensuite. Comme au début de cette guerre, et au début de la guerre de l'année dernière. Et bien sûr, les États-Unis ont signé un protocole d'accord, mais ils ont commencé à le violer dès le premier jour. Israël n'a pas quitté le Sud-Liban. Il continue de bombarder le pays. Il refuse toujours de restituer les avoirs iraniens. Et la liste est longue. Ensuite, ils ont mis en place leur propre corridor en violation de l'article 5 dans le détroit d'Ormuz et tout le reste, ce que votre public connaît bien. Alors les Iraniens savent que leur seule option, c'est de se battre et de faire en sorte que Trump ait le sentiment d'avoir perdu. Et tant que les États-Unis n'auront pas atteint un point où ils ne peuvent plus représenter une menace pour l'Iran, pour les États-Unis, pourquoi se battent-ils au juste? Qu'ils sait? Ils ne se battent pas pour le peuple américain. Ils ne se battent pas pour protéger leur pays. Ils ne se battent pas pour protéger leurs citoyens. Tout tourne autour du régime israélien. Tout tourne autour des intérêts de Netanyahou et du lobby sioniste aux États-Unis. La motivation qu'on trouve en Iran est très différente de celle qu'on voit aux États-Unis. Les gens vont rester fermes et déterminés. Donc, si les États-Unis commencent à frapper nos infrastructures essentielles, ce qui revient en réalité à viser les femmes et les enfants, évidemment, les Iraniens vont rester résolus. Et alors, que seront-ils obligés de faire? Ils ne peuvent pas viser les infrastructures critiques aux États-Unis. Donc, ils vont s'en prendre à celles des régimes qui ont facilité la guerre. Et ça, qu'est-ce que ça va provoquer? Eh bien, la destruction de tous ces régimes, parce que tous leurs atouts, leurs ressources clés, sont juste en face de l'Iran. Même les Saoudiens, par exemple. Ils ont un oléoduc qui va jusqu'à la mer Rouge, mais leurs puits de pétrole sont ici, près du golfe Persique. Tout ça peut être détruit très facilement. Si ça arrive, des millions de personnes devront fuir vers l'Irak, le Yémen ou ailleurs. Et ces pays s'effondreront. Et là, on aura sans aucun doute une dépression économique mondiale, à mon avis bien pire que celle des années 30. Et on sait tous ce qui s'est passé après les années 30. Oui, c'est vrai. Et c'est un résultat que je ne souhaite absolument pas voir se reproduire.
Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Vous parlez du fait que les États-Unis se sont en quelque sorte rendus immunisés contre toute obligation de négocier un accord, parce qu'on n'a pas respecté nos propres engagements. Et si on se limite simplement à la guerre de 2025, à son déclenchement, puis à ce qui s'est passé avec le protocole d'accord, il n'y a pas vraiment de raison pour que quelqu'un en Iran dise « oui, reprenons les négociations ». Et pourtant, d'après certains médias arabes et occidentaux ces derniers jours, il semblerait que certains en Iran soient prêts à envisager peut-être une nouvelle trêve de 10 jours. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Non, ce n'est pas vrai. Personne en Iran n'a dit ça. En réalité, ceux qui ont négocié le protocole d'accord sont critiqués par une grande partie de la population iranienne et par des responsables politiques, simplement pour avoir négocié. On leur reproche d'avoir conclu un accord qui, selon leurs détracteurs, a permis aux Américains de se réorganiser, de sortir un peu de pétrole du détroit d'Ormuz, puis au final, de pousser à nouveau la région vers la guerre, en sapant le protocole d'accord. De leur côté, ceux qui ont soutenu l'accord disent « On savait que ça allait arriver, mais on devait exporter une grande quantité de pétrole bloqué dans le Golfe Persique. » Ils expliquent avoir profité de cette fenêtre pour exporter des dizaines de millions de barils de pétrole et importer des biens afin de se préparer à la prochaine phase du conflit. Les deux camps ont des arguments valables. Moi, je ne me range dans aucun camp en particulier. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le débat actuel, la discussion qui a lieu en ce moment, ne porte absolument pas sur un cessez-le-feu pour permettre aux Américains de se regrouper. Et bien sûr, si c'était seulement le détroit d'Ormuz, tout ce que j'ai dit serait déjà un gros problème. Mais vous avez mentionné l'oléoduc saoudien, qui passe par Yanbu, puis qui sort par le Bab el-Mandeb. Or maintenant, d'après Ansar Allah, hier, les Houthis, ici à l'ouest, ont soudainement annoncé que c'était fermé. Hier, certains navires ont même fait demi-tour. Je n'ai pas encore vu le trafic de ce matin, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce que c'est vraiment le cas? Eh bien, le pétrole papier, l'un des différents types de pétrole papier, est maintenant autour de $94. C'était le cas avant l'émission, en tout cas. Donc évidemment, ça a un impact. Ce qui est incroyable, c'est que, et c'est ce qu'on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais je le pense, parce que je l'ai entendu d'au moins 2 personnes que je considère comme assez crédibles, les Saoudiens, les Iraniens ont envoyé un avion au Yémen. Un avion commercial, avec un équipage, des hommes, des femmes, comme sur tous les vols commerciaux en Iran. Ils ont envoyé cet avion vers la capitale du Yémen pour aller chercher une délégation qui devait assister à des funérailles. Et ensuite, ils sont repartis. Ils ont fait le vol retour. Et quand ils sont approchés de l'aéroport au Yémen, les Saoudiens ont bombardé l'aéroport. C'était donc un avion iranien, avec un équipage iranien, peut-être quelques passagers iraniens, je ne sais pas. Mais je sais que la délégation yéménite, ainsi que certains yéménites qui étaient soignés dans des hôpitaux en Iran, sont rentrés sur ce vol. Pour le Yémen, c'était un acte de guerre. Pour l'Iran, cela a provoqué une grande colère à cause de ce qu'ils ont fait à un vol civil, en le mettant en danger. Mais pour le Yémen, oui, c'était un acte de guerre. Et le Yémen, qui est assiégé depuis des années par les Saoudiens et leur coalition. Les Saoudiens ont mené une guerre génocidaire au Yémen, contre le Yémen, avec les Émirats et d'autres pays de la région, avec le soutien de l'Occident. Pas très différent, en réalité, de ce qu'on a vu à Gaza pendant des années. Et puis, le Yémen a commencé à développer des technologies de drones et de missiles. Je suis presque sûr que l'Iran les a aidés. Enfin, je ne dis pas qu'ils n'ont pas leurs propres capacités, qu'ils n'ont pas d'ingénieurs. Bien sûr qu'ils en ont, des gens très compétents.
Mais les Iraniens les ont probablement aidés à aller plus loin. Alors ils ont commencé à tirer des missiles et des drones sur l'Arabie saoudite. Et c'est ça qui a conduit au cessez-le-feu. Mais le blocus, lui, est resté. Aujourd'hui, le Yémen, après cette attaque contre l'aéroport, dit que le blocus doit cesser. Ils n'accepteront plus ce blocus. Donc c'était vraiment une décision très stupide de la part des Saoudiens. So this was a very stupid move by the Saudis. And those two people who I know said Et ces deux personnes que je connais m'ont dit que les Américains avaient poussé les Saoudiens à faire ça. Ce que je trouve encore plus stupide, parce que les Américains ont déjà... Enfin, Trump a déjà bien assez à gérer avec l'Iran. Il s'est battu au Yémen au début de sa présidence. Il n'a pas gagné là-bas. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Se battre contre l'Iran et le Yémen en même temps. Il ne gagne sur aucun des deux fronts. Le Yémen a la capacité de garder le Bab el-Mandeb fermé à l'Arabie saoudite. Et d'après ce que j'ai compris ce matin, le trafic est comme la veille. Donc les navires ne vont pas vers les ports saoudiens. Et apparemment, ils ne peuvent pas non plus passer par le canal de Suez, au nord, parce que la plupart des VLCC sont trop gros pour y entrer, en termes de tonnage et tout ça. Donc, soit ils passent par Bab el-Mandeb, soit ils tournent en rond dans la mer Rouge, mais ils n'en sortent pas. On verra bien comment ça évolue. Ou alors, les plus petits pétroliers, ceux qui peuvent passer par la mer Rouge, devraient faire tout le tour de l'Afrique. Donc oui, ce sont de plus petits navires et ça coûte plus cher. Et au retour, comme ils ne peuvent pas traverser le Bab el-Mandeb, ils doivent à nouveau contourner toute l'Afrique. Ça va donc frapper très durement les exportations saoudiennes. Et c'est un point vraiment important. Oui, et on verra combien de temps ils peuvent tenir comme ça. Parce que l'un des problèmes pour l'Arabie saoudite, même pendant toute cette guerre, c'est qu'ils arrivaient encore à exporter du pétrole. Je crois que c'était par cet oléoduc qui passe par le sud d'Oman pour rejoindre le golfe d'Oman, puis le port de Yanbu ici. Ils en exportaient un peu moins qu'avant, mais comme le prix du pétrole avait augmenté, leurs revenus restaient à peu près les mêmes. Là, ça mettrait un sérieux, mais alors un sérieux coup à l'Arabie saoudite. Et on peut se demander combien de jours, de semaines ou de mois ils pourraient tenir sans les revenus du pétrole pour maintenir leur niveau de vie dans le pays. Donc c'est un point de tension potentiel et il faudra voir comment tout ça évolue. Je voudrais changer un peu de sujet et parler d'un autre pays de la région. Vous en avez peut-être entendu parler, il s'appelle Israël. Ils ont fait récemment des déclarations assez intéressantes et je me demande comment vous voyez ça. À ce stade, je pense que c'est assez clair que Benjamin Netanyahou a personnellement encouragé et convaincu le président Trump de les rejoindre dans cette guerre, le 28 février, en affirmant que s'ils assassinaient Ali Khamenei, le gouvernement iranien s'effondrerait ou que le peuple se soulèverait, peu importe. On sait évidemment comment ça s'est terminé, exactement le contraire de ce qu'on espérait. Mais bon, c'était tout l'enjeu de ces 40 jours de guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran. Bon, alors, puisque nous sommes revenus sur le sujet, ça fait maintenant 11 jours d'affilée que ce sont les Américains qui sont engagés. Et d'après plusieurs sources du côté israélien, ils disent en gros, vous savez quoi, ça nous va très bien. Continuez donc à mener cette guerre aussi longtemps que vous voulez. Et pour moi, en tant qu'Américain, c'est l'une des choses les plus troublantes que j'ai vues. Parce qu'au départ, c'est le camp israélien qui nous a convaincus d'y aller avec nos forces armées. Et maintenant, ils disent, cette guerre entre les États-Unis et l'Iran, ça nous va très bien, tant que ce n'est pas nous. Comme ça, on n'est pas la cible des missiles iraniens. Et ce ne sont pas nos soldats qui meurent. Ce sont les Américains. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça montre bien la nature de la relation entre le régime israélien et les États-Unis. C'est une relation à sens unique. Un côté en tire profit et l'autre en subit les conséquences, de bien des manières. L'image des États-Unis, depuis Gaza, a été sinon complètement détruite, du moins gravement abîmée. L'armée américaine en a beaucoup souffert, comme vous le savez sans doute mieux que moi. L'économie aussi en pâtit, à cause du régime israélien. L'existence même de ce régime nuit aux intérêts des États-Unis. C'est un fardeau pour les États-Unis. Mais j'aimerais souligner quelque chose ici. Ce que fait l'Iran, c'est détruire toutes les capacités défensives que les États-Unis ont mises en place depuis des décennies dans la région du Golfe Persique, dans le nord de l'Irak et en Syrie. La Syrie, c'est un peu différent, bien sûr. Mais dans tous les cas, les bases radars, les installations destinées à protéger le régime israélien ou les intérêts américains contre les drones et les missiles, tout ça est en train d'être détruit, sauf en Turquie, où ils ont encore leur système radar. Mais donc, si une guerre éclate entre le régime israélien et l'Iran, le régime israélien n'aura plus les avantages qu'il avait auparavant. Le deuxième point, c'est que certains peuvent se demander pourquoi l'Iran ne frappe-t-il pas le régime israélien maintenant? Je pense qu'il y a 3 raisons à cela. La première, c'est que cette guerre concerne avant tout Israël et que l'Iran veut se concentrer sur le détroit pour s'assurer que les États-Unis échouent. La deuxième raison, c'est que l'Iran n'initie jamais une guerre. Il ne le fait pas, même si beaucoup de gens attaquent l'Iran, même des partisans de l'Iran en ligne, qui disent « Vous devriez avoir l'arme nucléaire, vous êtes naïf, vous êtes stupide ». Vous devriez déclencher la guerre. Vous êtes idiots, ils vont vous détruire. J'entends ça souvent, et pas seulement de la part de gens ordinaires, mais de personnes qui soutiennent sincèrement l'Iran, un peu partout dans le monde. Mais l'Iran ne commence pas les guerres. C'est comme ça. C'est une conviction religieuse, et ils ne le feront pas. Mais il y a aussi une troisième raison. Le régime israélien est en crise. Il y a une crise interne et une élection approche. Et cette crise est plus grave que ce que beaucoup d'entre nous imaginent. J'ai lu certains documents sur le forum Complex, produit par l'épouse d'Alastair Crooke, Aisling, qui traduit et publie des articles issus de la presse hébraïque du régime israélien. Les divisions sont très profondes et très dangereuses. En ce moment, les Iraniens observent, ils attendent, ils regardent ce qui se passe à l'intérieur du régime. Et ils préfèrent ne rien faire qui pourrait rassembler les différentes forces politiques derrière Netanyahou. Ils veulent plutôt que ces affrontements continuent. Mais si Netanyahou et sa coalition tirent un missile sur l'Iran, alors il y aura la guerre et l'Iran ripostera très violemment. Quoi qu'il en soit, l'Iran prépare le terrain pour la guerre parce qu'il détruit toutes ses installations radars et tous ses équipements destinés à frapper la machine israélienne ainsi que les forces américaines. Alors, en parlant d'Israël, il y a eu récemment plusieurs articles ici qui rapportent certaines déclarations de hauts responsables israéliens, Benjamin Netanyahou notamment, laissant entendre que si l'Iran reprenait ses attaques contre Israël, la riposte serait encore plus forte qu'avant. Certains y voient même une allusion à une possible arme nucléaire. Est-ce qu'il y a du côté iranien une inquiétude à l'idée qu'un jour il puisse être la cible d'une arme nucléaire israélienne? Eh bien, tout d'abord, il a déjà dit ça à de nombreuses reprises. Mais le simple fait qu'il tienne ce genre de propos, à mon avis, montre encore plus clairement au monde entier ce qu'est vraiment le régime israélien. Et puis, je ne pense pas que ce régime survivrait à une telle attaque. D'abord, le monde ne l'accepterait pas, et ce régime est déjà méprisé et détesté un peu partout. Voilà pour le premier point. Le second, c'est que l'Iran est un très grand pays, et l'Iran
n'a aucun projet de fabriquer des armes nucléaires. Dans les années 80, quand les États-Unis soutenaient Saddam Hussein et que l'Occident lui a fourni des armes chimiques à utiliser contre les Iraniens, comme je l'ai peut-être déjà dit dans votre émission, j'ai moi-même survécu à 2 attaques chimiques. J'ai survécu à un agent neurotoxique pendant l'opération Khaybar et j'ai survécu au gaz moutarde en 1988. Donc, je connais un peu tout ça, vous voyez, d'expérience directe. À l'époque, les dirigeants et les responsables politiques iraniens sont allés voir le guide, l'ayatollah Khomeini, et lui ont dit « Nous avons besoin d'armes chimiques ». Mais l'Occident empêchait même l'Iran d'acheter des masques à gaz. Alors l'ayatollah Khomeini a répondu « Non, c'est une arme inhumaine. Vous n'avez pas le droit d'en fabriquer. Vous devez mener la guerre sans ça. » Cette position a continué sous l'ayatollah Khamenei. Il a émis une fatwa, comme tout le monde le sait, et il n'existe aucune preuve que l'Iran ait jamais, enfin, l'AIEA n'a jamais présenté la moindre preuve que l'Iran ait produit une arme nucléaire. Les États-Unis reconnaissent d'ailleurs qu'au moins depuis 2003, l'Iran n'a pas cherché à en construire. Avant 2003, ce n'était pas le cas non plus. Mais bon, ça suffit pour le dire. Et il y a un très bon livre sur le sujet. D'ailleurs, en fait, 2 bons livres. L'un s'intitule Manufactured Crisis de Gareth Porter et l'autre A Dangerous. Oui, Un type excellent. Et un autre livre, c'est A Dangerous Delusion de Peter O'Bourne, un Britannique. À côté des 2 ouvrages dont j'avais déjà parlé dans ton émission, Going to Tehran de Leverett et The Resistance de notre ami commun Alastair Crooke. Donc, les Iraniens ne produisaient pas d'armes nucléaires. Mais le docteur Larijani, qui a été martyrisé pendant cette guerre et qui présidait le Conseil suprême de sécurité nationale, avait dit, pas quand il en était le président, mais quand il représentait le guide. Il avait dit, je paraphrase, j'ai peut-être oublié ces mots exacts, mais il avait dit que s'il existait une menace imminente contre l'existence de l'Iran, alors la posture nucléaire de l'Iran changerait. Et le docteur Harazi, qui était ministre des Affaires étrangères sous le président Khatami, a dit la même chose. Lui aussi a été martyrisé pendant la guerre par les Américains et les Israéliens. Donc je suppose que s'il y a une menace imminente, une menace nucléaire crédible contre l'Iran, ce serait considéré comme une menace imminente. Et comme je l'ai dit, l'Iran a de nombreuses capacités. C'est un pays très avancé, on le voit bien dans cette guerre. Il a choisi de ne pas avoir d'armes nucléaires. Mais s'il y avait une menace contre son existence, alors je pense que les choses pourraient changer. Je ne sais pas si j'ai été coupé ou pas, parce que je vous ai perdu. non, non, vous êtes très bien. Non, c'est juste que parfois, on veut se concentrer sur vous. Alors, quel est l'effet jusqu'à présent? Hier sur Fox News, Scott Bessent a dit que les sanctions avaient un effet dévastateur sur l'économie iranienne, que l'inflation avait grimpé de 180%, que les rayons des magasins étaient vides, que les gens perdaient leur emploi et que la situation commençait vraiment à faire mal sur le terrain. Quelle est la réalité? Eh bien, vous savez, c'est ce qu'on entend depuis que j'étais adolescent, que l'Iran est toujours en train de s'effondrer, que le régime, ils adorent dire le régime, est sur le point de tomber, qu'il est très impopulaire, qu'ils sont incapables de se gouverner eux-mêmes. Mais vous voyez, ce soi-disant régime maléfique ne disparaît pas. Il est toujours là. Et il y a des millions de personnes, des millions de ces méchants dans les rues, en train de pleurer leurs dirigeants et de pleurer les enfants qui ont été assassinés. Je veux dire, ils vivent dans leur propre univers parallèle. Oui, bien sûr. Quand on impose un siège, quand on bombarde des usines, des écoles, des hôpitaux, des immeubles d'habitation, et qu'on ajoute des sanctions,
évidemment que la vie devient plus difficile. Mais les Iraniens vont faire preuve de résilience et de résistance. C'est un pays avec des milliers d'années de civilisation et une identité religieuse chiite qui, comme l'explique très bien Alastair Crooke dans son livre Resistance, le rend particulièrement fort face à l'oppression, d'une force unique même. C'est ce qu'on voit au Liban, c'est ce qu'on voit en Iran. C'est exactement ce qu'on voit au Yémen, et plus largement dans toute la résistance. Vous savez, les États-Unis ne vont pas gagner cette guerre, quoi qu'il arrive. Mais c'est après que les États-Unis ont imposé les sanctions de pression maximales, après avoir assassiné le dirigeant, après la guerre de 12 jours de l'an dernier. Après tout ça, qu'on a vu les funérailles à Téhéran, dans les villes saintes de Mashhad et de Qom, et aussi dans les villes saintes de Najaf et de Karbala en Irak. Les États-Unis sont en train d'échouer. Ces gens peuvent bien faire semblant de gagner, tout comme le secrétaire à la guerre a détruit tous nos missiles. Mais au bout du compte, la réalité continue de leur tomber sur la tête, et ils ne semblent pas comprendre que ce qui leur tombe dessus, c'est justement la réalité. Oui, c'est ça, et ça va continuer. Juste une dernière chose que je voulais te demander, puisque tu viens de mentionner l'Irak. Hier soir, sur Fox News, dans l'émission de Jess Waters, il a fait ce commentaire. Selon lui, la situation du pétrole commence vraiment à bouger. Il affirme que les États-Unis vont ouvrir le détroit d'Ormuz. On va laisser ça de côté pour l'instant. Mais il a ajouté qu'il venait de signer plusieurs accords avec l'Irak pour obtenir 2 lots distincts de pétrole, construire un nouvel oléoduc qui contournerait le détroit d'Ormuz et un autre projet qui permettrait de nouveaux forages. Je crois que c'est avec Chevron, si je ne me trompe pas. Enfin, avec 1 ou 2 compagnies pétrolières différentes. Mais je me souviens aussi que lorsque le président Trump a reçu le premier ministre irakien, une partie de l'accord portait sur le retrait des forces armées américaines. Et si je comprends bien, soit c'est déjà fait, soit c'est sur le point de se faire. Ce même premier ministre doit se rendre à Téhéran, peut-être pour conclure d'autres accords. Que pouvez-vous nous dire sur la réalité de la relation actuelle avec l'Iran et le pétrole? La réalité, c'est que s'ils veulent construire des oléoducs, ça prendra des années. Mais même s'ils y arrivent, si l'Iran ne veut pas que ce pétrole soit exporté, ils peuvent frapper directement à la source. Et de toute façon, les États-Unis sont très impopulaires en Irak. En ce moment, le peuple irakien déteste les États-Unis. Il y a bien une minorité, dans le nord chez les Kurdes et à l'ouest, qui soutient les Américains. Mais la plupart des Irakiens ne les soutiennent pas. Il y a plusieurs raisons à cela. L'une d'elles, c'est que l'Irak, quand il exporte son pétrole, doit passer par une banque aux États-Unis. Et les États-Unis disent au gouvernement irakien s'il peut avoir son argent ou non. Ils le nourrissent à la cuillère avec son propre argent. Et que fait l'Iran? L'Iran, quand il a du gaz en trop, quand il a de l'électricité en trop, je ne sais pas s'il en a encore aujourd'hui avec la guerre, il en exporte vers l'Irak. À cause des sanctions américaines, le gouvernement irakien n'a pas le droit de payer l'Iran pour son pétrole, pour son gaz ou pour son électricité. Mais l'ayatollah Khamenei, le martyr ayatollah Khamenei, a toujours dit aux différents gouvernements « Laissez tomber, laissez-leur le gaz et l'électricité, parce que le peuple irakien Nécessaire. il manque d'électricité et de gaz. » Alors l'Iran, qui subit les sanctions américaines les plus dures, fournit pratiquement gratuitement de l'électricité et du gaz à l'Irak pour aider le peuple irakien. Et pendant ce temps, les Américains étranglent les Irakiens en leur disant « Faites ce qu'on vous dit, sinon vous n'aurez pas votre pétrole. » Alors, qui va être populaire et qui va durer sur le long terme? Et puis, qui sont les voisins de l'Irak? Ils peuvent bien signer tous les accords qu'ils veulent pour les 10 prochaines années.
Mais vous savez, d'ici là, je pense qu'on vivra dans un monde très différent. Oui, eh bien je m'inquiète de ce jour-là, de ce que ça pourrait signifier pour toute la région, mais aussi pour l'économie mondiale. La dernière question que je voulais vous poser concerne quelque chose que j'ai remarqué. C'est un peu en marge du débat, mais je me demande si vous avez un avis là-dessus. Ces derniers temps, on a vu circuler certains arguments, à la fois dans des médias occidentaux, mais aussi en Russie et au Moyen-Orient. L'idée, c'est que si la guerre tourne mal, et surtout si elle repart en conflit total avec les deux camps qui s'affrontent directement, et que l'Iran décide vraiment de déchaîner ses forces de missiles et de s'en prendre, par exemple, aux usines de dessalement ou aux infrastructures énergétiques. Parce que si on frappe les leurs, évidemment, ils feront comme vous l'avez suggéré. Alors, il y aurait la possibilité que l'Iran mobilise aussi des forces terrestres pour avancer dans certaines zones comme le Koweït ou d'autres et prendre le contrôle de certains champs pétrolifères. Est-ce que c'est complètement farfelu ou est-ce qu'il y a une vraie réflexion là-dessus? En fait, je pense que ce qui est le plus imminent, c'est la possibilité que le Yémen entre en Arabie saoudite. D'abord, qu'ils détruisent leurs installations pétrolières, puis qu'ils pénètrent sur le territoire saoudien. Ils ont une armée immense et les Saoudiens sont très vulnérables. En ce moment, leur richesse d'exportation est bloquée. Ils ne peuvent pas utiliser le détroit d'Ormuz ni le Bab el-Mandeb. Et ce n'est pas seulement une question de pétrole, c'est pour toutes les marchandises. Donc les Saoudiens sont dans une situation très difficile. Ensuite, il y a la résistance en Irak. La résistance en Irak est plus importante que le Hezbollah, même avec toutes ses forces de réserve. En Irak, on parle peut-être de 150 à 200 000 personnes affiliées à la résistance. Et quand vous parlez de résistance, vous voulez dire une résistance soutenue par l'Iran. Oui, ils soutenaient les Iraniens. Ceux qui, pendant les 40 jours de combat, tiraient sur les bases américaines. Mais la résistance n'était pas montée très haut sur l'échelle de l'escalade, donc il y avait toujours une certaine retenue, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais si c'est la guerre totale, c'est le scénario dont vous parlez, si c'est vraiment la guerre totale, alors la résistance irakienne, elle, peut prendre le Koweït sans difficulté. Et si les Irakiens prennent le Koweït et décident de le garder pour eux, je suis à peu près sûr que les Iraniens n'y verront aucun problème. Enfin, qu'ils seront tout à fait d'accord avec ça. Et est-ce que cette résistance irakienne pourrait agir sans la volonté ou même sans la participation des forces de sécurité irakiennes? L'Irak, c'est très compliqué. Leur relation est plutôt bonne. Et comme je l'ai dit, les Irakiens, on a vu les funérailles de l'ayatollah Khamenei à Najaf et à Karbala. Ce sont les Irakiens qui ont organisé tout ça. Leur relation avec l'Iran est excellente. Leur colère envers les États-Unis est évidente. C'est clair comme le jour. Donc, ils ne vont pas se battre les uns contre les autres. C'est quelque chose que le gouvernement américain ne comprend pas. L'Irak, qui est un pays important, s'oppose aux États-Unis. Le Yémen s'oppose aussi aux États-Unis. Alors, qui sont les alliés de Washington? Le Koweït, le Qatar, les Émirats? Je veux dire, ils produisent du pétrole et du gaz, mais ce ne sont pas des puissances. Ils ont peut-être beaucoup d'argent à la banque, mais ils n'ont pas de véritable armée. Et on a vu l'Arabie saoudite se battre contre le Yémen. L'Arabie saoudite et les Émirats ont mené ensemble la guerre contre le Yémen, avec des dizaines de milliers de mercenaires qu'ils ont payés pour combattre ce pays. Et au final, ils ont échoué. En ce moment, les États-Unis ne sont pas populaires. Si on va en ligne et qu'on regarde les sections de commentaires dans les médias arabes, on voit que, dans toute la région, dans le monde arabe, les gens soutiennent l'Iran, pas les États-Unis. Donc,
Ce n'est pas une guerre que je pense. Personnellement, je ne vois aucun scénario où les États-Unis pourraient gagner. Et ça peut mal tourner, comme vous l'avez dit. Ça pourrait se terminer. Ce sera de toute façon mauvais. Tous les scénarios tournent mal. Certains très gravement, d'autres un peu moins. Mais dans aucun cas, je ne peux imaginer une situation où les États-Unis ne perdent pas. Oui, et je vais vous dire une chose. Si le scénario que vous évoquez, avec les forces de sécurité irakiennes, et ce que les Yéménites, les Houthis, les forces armées d'Ansar Allah pourraient faire à l'Arabie Saoudite là-bas, se produisait, eh bien, ce ne serait pas comme en 1991, quand Saddam Hussein a envahi le Koweït. Les forces armées américaines de l'époque n'existent plus aujourd'hui, et on ne pourrait pas simplement intervenir pour les repousser, parce qu'on n'a plus les troupes au sol pour ça. En réalité, on n'a même plus les ressources, ni les bases nécessaires. On ne pourrait jamais débarquer, comme mes troupes l'ont fait à l'époque. Moi, je suis arrivé avec le 2e régiment de cavalerie américain. On a débarqué à Jubail, en Arabie Saoudite, et c'était facile de décharger le matériel des bateaux, puis d'avancer pour affronter la garde républicaine. Ça, aujourd'hui, ce serait impossible. Donc, si ce scénario se réalise, si on agit de manière irréfléchie et qu'on déclenche cette guerre et qu'elle se transforme en combat terrestre, personne ne pourra sauver le Koweït cette fois. Alors, espérons simplement qu'on n'en arrive pas là. Ni pour l'Arabie Saoudite, si le Yémen bouge, ou si l'Irak s'en mêle, je veux dire. L'Arabie Saoudite ne tiendra pas. Et si les États-Unis commencent à frapper les infrastructures vitales de l'Iran, je pense que tous ces régimes finiront par s'effondrer de toute façon. Que Dieu nous vienne en aide si on en arrive là, parce que ça nous plongerait presque à coup sûr dans une grande dépression. Franchement, comment pourrait-il en être autrement, avec une telle perturbation des approvisionnements en énergie? Espérons qu'on n'en arrive pas là, qu'un peu de bon sens finisse par l'emporter, et qu'on puisse au moins en sortir avec une situation difficile, mais pas catastrophique. En tout cas, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui et d'avoir apporté cette clarté. C'est le genre de vérité que beaucoup de gens n'ont pas envie d'entendre, mais c'est la réalité. Et c'est exactement ce dont on a besoin en ce moment. Alors merci encore pour ça. Merci. Je ne prends aucun plaisir à dire ce genre de choses, mais je pense que je dois le faire parce que les gens doivent savoir ce que Fox News, MSNBC, CNN, la BBC et d'autres ne disent pas. Oui, c'est exactement pour ça qu'on a cette chaîne. Alors merci, on vous apprécie vraiment. On revient dans environ 2 minutes et demie. Larry Johnson sera avec nous pour donner son point de vue sur beaucoup de sujets dont on parle aujourd'hui, ainsi que sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Vous savez, on aime toujours entendre Larry The Shirt Johnson. Vous allez être content, dans à peu près 2 minutes. À tout de suite. Et vous savez, je ne cherche pas à vous convaincre d'acheter de l'or, ni à vous dire comment gérer votre portefeuille boursier. Mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, mettez un j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez.